Il est 13h, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voyons ensemble les titres. Le colloque scientifique sur l'économie sociale et solidaire en Afrique. Des réflexions centrées sur l'analyse des défis et perspectives de développement des pays africains. Le gouvernement ivoirien présente les grandes actions qui impactent le quotidien des Ivoiriens. Des engagements marqués par une volonté de réduire le taux de pauvreté d'ici 2030. Et puis, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire est sous une nouvelle gestion. L'organisation, qui joue un rôle d'acteur clé de développement local, présente une équipe inclusive et engagée de l'opération actuelle de révision de la liste électorale et au regard donc de ses prérogatives. Et dans l'actualité internationale, Kamala Harris versus Donald Trump, l'heure du choix après une campagne tendue. Aux États-Unis, 240 millions d'électeurs appelés aux urnes pour désigner le prochain locataire de la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Une présidentielle aux enjeux politiques, économiques, géologiques, mais également sociaux. Bienvenue à tous. Une nouvelle ère du contenu audiovisuel se crée au Salon ivoirien du contenu audiovisuel. Un cadre formel pour échanger sur les innovations, diversité et le financement dans le secteur audiovisuel. Le Salon, qui est à sa 2e édition, lance un appel à projet, un concours de talents ouvert aux créateurs souhaitant participer à des productions dans le genre film, séries, des documentaires et autres flux audiovisuels. La Côte d'Ivoire veut ainsi se positionner comme le carrefour de l'audiovisuel africain avec ce salon, selon le ministre de la Communication. Le Premier ministre a exhorté les participants à saisir toutes les opportunités offertes par le SICA. Autre actualité, le développement des pays africains discuté depuis hier au colloque scientifique sur l'économie solidaire sociale. Un cadre de réflexion pour faire l'état des lieux et aussi définir de nouvelles perspectives. Parlant de perspectives, le gouvernement ivoirien annonce une ambition de réduire à 20% le taux de pauvreté dans le pays. Jean-Luc Bangbo. Et si le véritable changement en Afrique provenait de l'économie sociale et solidaire? C'est en cette vision que veulent croire les organisateurs du colloque scientifique qui se tient à Abidjan depuis ce lundi 4 novembre. Toutes les communautés de la sous-région, toutes les communautés africaines se rejoignent et ensemble, main dans la main, nous travaillons à faire évoluer la croissance économique en respectant des valeurs de solidarité. Contrairement à l'économie classique qui fait primer le profit sur tout, l'économie sociale place les individus, la solidarité et le respect de l'environnement au cœur de l'activité économique. L'économie sociale solidaire incarne un modèle économique alternatif qui place l'humain et le bien-être collectif au centre des préoccupations. En agissant localement avec les collectivités territoriales et les communautés de base, notre action devient plus facilement mesurable en termes d'impact. La participation des experts, chercheurs et praticiens, à côté des représentants d'institutions publiques et privées, traduit l'engagement de tous à imposer l'économie sociale comme alternative pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux du continent. Nous vivons une époque marquée par des défis sans précédent, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques ou technologiques. Face à ces enjeux complexes, il est impératif de rassembler des esprits brillants et diversifiés pour réfléchir ensemble, partager des idées et proposer des solutions innovantes. L'organisation de ce colloque s'inscrit dans la droite ligne des efforts du gouvernement en matière de planification des actions visant le développement durable et inclusif. Je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à faire davantage d'efforts conformément aux instructions du président de la République. C'est le sens de l'accélération des programmes de développement des infrastructures économiques et sociales sur toute l'étendue du territoire, de l'accroissement des investissements dans l'éducation et le développement des compétences, ainsi que le renforcement des mesures de protection sociale, en particulier la couverture maladie universelle, qui nous donne aujourd'hui plus de la moitié de la population inscrite à ce programme. Ce colloque scientifique qui marque le lancement des activités de Africa Perspective Institute sera animé par plusieurs panels et tables rondes. Il prend fin ce mardi 5 novembre 2024.
Je vous propose à présent ce communiqué de l'état-major général des armées. Le ministre d'État, ministre de la Défense, porte à la connaissance de la population qu'il est organisé une présélection de candidats potentiels pour des formations spécifiques dans les métiers de l'armée de l'air. Ces tests qui auront lieu du 25 novembre au 12 décembre 2024 dans les villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké sont ouverts aux jeunes filles et garçons de nationalité ivoirienne remplissant l'une des conditions suivantes: être titulaire d'un baccalauréat scientifique C, D, E, F et être âgé de 21 ans maximum, être titulaire d'un bac plus 3, baccalauréat scientifique C, D, E, F et être âgé de 23 ans maximum. Pour les informations complémentaires, les intéressés sont priés de se rendre dès ce mardi 5 novembre 2024 sur les sites suivants: Abidjan, base aérienne d'Abidjan; Yamoussoukro, groupement 2 de la garde républicaine; Bouaké, base aérienne de Bouaké. Nous parlons de la diplomatie en Côte d'Ivoire. La diplomatie, c'est toute une stratégie qu'il faut adapter à l'évolution du monde. C'est une donnée prise en compte par le ministère des Affaires étrangères qui organise donc un renforcement de capacité des diplomates ivoiriens sur les thématiques d'ordre stratégique et géopolitique d'actualité impliquant les crises contemporaines et la recomposition géopolitique mondiale sur l'Afrique. Le développement de Julien Gogo et Ngata Kwame. Les diplomates ivoiriens renforcent leurs capacités. La formation est initiée par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Elle porte sur les nouveaux défis du numérique, notamment l'intelligence artificielle et la gestion des conflits régionaux. Le monde en perpétuelle mutation est marqué par des dynamiques géopolitiques complexes et des défis stratégiques. Ces défis tels que le changement climatique, les transformations économiques, les innovations technologiques, les menaces sécuritaires transnationales exigent des États la recherche de réponses adéquates pour assurer leur développement durable et leur influence dans le Conseil des Nations. Dans cette recherche de réponses adéquates, le rôle des diplomates est essentiel du fait de son implication dans les négociations internationales portant sur ces défis. À cet égard, le renforcement des capacités de cet acteur majeur de la scène internationale est non seulement nécessaire, mais devrait se faire de façon permanente pour lui permettre d'être à la hauteur des enjeux et défis que lui imposent ses missions. Des experts de divers secteurs apportent leur contribution au cours de cet atelier de formation. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers son ministre des Affaires étrangères, M. Léon Kakouadom, a décidé de faire cet atelier de renforcement des capacités des diplomates au vu des enjeux importants que les TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont sur la diplomatie et nos relations avec les autres pays aujourd'hui. Cet atelier permettra aux uns et aux autres de faire la différence entre les informations qui sont réelles et la désinformation qui a libre cours aujourd'hui au vu des différentes crises qui secouent le monde. Les conclusions de cet atelier de formation des diplomates ivoiriens seront mises à la disposition du gouvernement. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire est sous une nouvelle gestion. L'organisation joue un rôle d'acteur clé dans le développement local et elle présente maintenant une équipe inclusive et engagée, suivant ce compte-rendu de Kader Sogodogo. Après son élection à la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, le ministre Amadou Koné, maire de Bouaké, et ses pairs sont en assemblée générale extraordinaire. Il s'agit ici de dévoiler ceux qui auront en charge à la gestion de l'Union. 3 vice-présidents pour supplier le président, 8 personnes en charge des commissions et 14 responsables de district, etc. Une équipe présentée comme inclusive et dynamique. Faire en sorte que toutes les régions de Côte d'Ivoire puissent s'organiser, s'unir autour d'un vice-président par district, de sorte que nous puissions travailler donc avec le gouvernement et notre tutelle pour faire en sorte que nous soyons ensemble beaucoup plus efficaces quant aux besoins de nos populations. Cap sur le développement de nos communes. Je souhaite que lors de ce mandat, l'accent soit mis sur des axes clés, à savoir les questions de l'environnement et du développement durable, les plaidoyers de l'UVICOSI au plus haut niveau, l'amélioration de la redevabilité financière de l'Union à ses membres, la captation du maximum de projets de coopération et les étendre au plus grand nombre de communes, l'amélioration de la visibilité de l'action des maires et de l'UVICOSI. Plusieurs autres rencontres sont prévues, toujours dans le cadre d'une bonne marche de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI.
Et quels acquis pour la 4e édition des Journées Conseil des PME. Elle a été organisée par la Conférence Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGECI, en octobre dernier. 27 experts spécialisés dans 5 domaines de la vie d'une entreprise ont offert leur appui aux entreprises venues visiter les stands. C'était à Boaké, dans la région de Béké, le compte-rendu de Gervais Kwasi et Soro Corona. Ce sont plus de 300 entreprises qui ont répondu à l'appel de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, au cours de cette 4e édition des Journées Conseil des petites et moyennes entreprises, JCPME, qui ont duré 2 jours. C'est la première fois que cette rencontre se tient à l'intérieur du pays. C'est Boaké qui a eu l'honneur d'abriter l'événement qui compte s'étendre à d'autres localités. Chaque année, réunir un ensemble d'experts dans différents domaines pour recevoir les PME et leur donner des conseils et les aider à solutionner certains problèmes de la vie des affaires. Les entreprises se portent globalement très bien, surtout le secteur privé ivoirien, avec des entreprises très dynamiques, mais qui ont besoin d'être renforcées surtout en compétitivité et être accompagnées pour pouvoir évoluer dans leur business, dans leurs différentes activités. Les stands ont refusé du monde. Preuve que les populations avaient non seulement soif de la connaissance sur le monde des entreprises, mais aussi du conseil. Je voulais avoir des procédures à prendre pour éviter les cas d'arnaque. Je suis venu voir un avocat, proprement dit, pour éviter dans l'avenir de tomber dans des arnaques. Je suis venu prendre des renseignements parce que je veux un soutien pour agrandir mon commerce. À qui le tour d'accueil la 5e édition de la JCPME, après celle de Boaké qui, selon les organisateurs, a tenu toutes ses promesses. Cette initiative similaire pour la promotion du genre avec les journées féminines de l'évaluation. C'est un regard croisé sur l'évaluation et le leadership. On en sait davantage dans ce rapport de Jean-Michel Quadio et Godefroy Okambawa. La promotion de la culture, de l'évaluation auprès des femmes et des jeunes filles pour leur autonomisation socio-économique. C'est la mission que s'est assignée le réseau ivoirien des femmes expertes en gestion et suivi-évaluation. Il s'agit concrètement, durant ces journées, de partager les bonnes pratiques qui permettent à la femme d'avoir une visibilité, d'analyser les défis et d'identifier les risques à prendre dans la mise en œuvre d'un projet. Amener les jeunes, les femmes, à prendre conscience du fait que l'évaluation, ce n'est pas du tout forcément une affaire d'experts. À ce niveau-là, les experts peuvent venir encadrer et autres, mais on fait de l'évaluation à tout moment. Mettre en place des champions en évaluation pour pouvoir contribuer au développement durable en Côte d'Ivoire. Des actions, des projets, des programmes, mais généralement, nous ne les évaluons pas. Or, l'évaluation permet l'apprentissage. L'évaluation permet de se rendre compte de ce qu'on a fait. Est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné et quelles leçons on en tire. Et l'évaluation devrait permettre d'améliorer tout ce que nous faisons et surtout d'améliorer les conditions de vie des populations. Entre autres activités qui ont meublé cette rencontre, des discussions autour de la loi de décembre 2022 relative à l'évaluation d'impact des politiques publiques. Et le développement durable, c'est aussi la bonne gestion des ressources naturelles telles que l'eau. Et la Côte d'Ivoire et le Maroc ont exposé sur leur approche quant à la gestion de cette ressource vitale. En matière de stockage d'eau, le Maroc parle de gestion participative par bassin, de dessalement d'eau de mer et de réutilisation des eaux usées. C'est une vision partagée à la 9e semaine nationale de l'eau qui s'est axée sur la pollution des ressources en eau. Eugène Atobé. Au nom du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, général Maï Elvire Zouzou, son directeur de cabinet, ouvre les travaux des panels et conférences scientifiques de la Semaine nationale de l'eau. À la lumière du thème de l'édition 2024, développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire, quel cadre juridique et réglementaire pour lutter contre la pollution des ressources en eau. Les experts ont développé 2 thématiques. Ce cadre de réflexion permettra aux acteurs du secteur de l'eau de formuler des recommandations pour adresser les défis du secteur. Face à l'importance de cette ressource pour le développement économique, social et environnemental, j'en appelle à une synergie d'action entre les acteurs du secteur de l'eau pour relever les défis de la mise en œuvre de la GIE. Le Maroc, invité spécial à la 9e édition de la Semaine nationale de l'eau.
prend part aux panels et conférences scientifiques. Le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire échangent les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources en eau. L'expérience marocaine est fortement attendue, d'autant que, selon le général Maï Elvire Zouzou, le secteur de l'eau en Côte d'Ivoire fait face à un triple défi. Changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, lesquels exigent des solutions appropriées et concertées. Nous avons beaucoup à apprendre de l'expérience ivoirienne en ce qui concerne le code de l'eau. Il va être finalisé sous peu. Je souhaite que cette 9e semaine de l'eau en Côte d'Ivoire aura des résultats et de recommandations qu'on peut généraliser parce que la question de l'eau, c'est l'affaire de tout le monde. Les conclusions des travaux des panels et conférences scientifiques permettront d'orienter les instances sur la sensibilisation et l'appropriation du nouveau code de l'eau adopté en novembre 2023. La Semaine nationale de l'eau vise à sensibiliser les acteurs à l'importance stratégique de l'eau pour le développement durable de la Côte d'Ivoire et faire le point sur l'état d'avancement des engagements nationaux et internationaux pris par le gouvernement en matière de gestion des ressources en eau. Voilà une collaboration entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sur les ressources en eau qui renforce bien les acquis en la matière et tout comme les actions de sensibilisation pour le civisme sur les routes à San Pedro, les populations et usagers de la route sont sensibilisés sur la protection des usagers vulnérables de la route à l'occasion de la 22e semaine de la sécurité routière. Ces images nous ont été rapportées par notre correspondant dans la région, Sam Conan. Le civisme, une valeur sociale à préserver, tout comme notre culture. C'est ce que met en avant la ville de Sassandra dans un film documentaire intitulé « Sassandra », une ville au passé glorieux face aux défis de son développement. On le voit dans ce reportage de Amakadi Koné et Didier Ndiessa. Nostalgie et émotion à la projection du film documentaire Sassandra, une ville au passé glorieux face aux défis de son développement. Réalisé par l'ONG Awa Boclé, ce film dresse un portrait réaliste de Sassandra avec ses maisons coloniales abandonnées et ses ponts délabrés. C'est un film utile puisque grâce aux cadres qui ont mis en place l'ONG Awa Boclé, il y a un éveil que nous constatons et je pense que dans l'engagement de tous les ressortissants de Sassandra, et particulièrement des cadres et des chefs traditionnels, nous pouvons arriver à donner un visage nouveau à notre grand Boclé. À travers cette production audiovisuelle, l'ONG Awa Boclé entend attirer l'attention des autorités locales sur les réalités de Sassandra, une ville côtière autrefois prospère. Sassandra est une ville historique. Sassandra est une ville historique parce qu'elle a une histoire au niveau même de sa culture, de son peuplement et tout ça qui mérite effectivement qu'on aille en profondeur pour découvrir justement ce que c'est. Parce qu'à partir de Sassandra, on a découvert également que même la route de l'esclave est passée par là-bas. Il y a pas mal de vestiges par là-bas. L'ONG se promet de se donner les moyens avec les filles et fils de toute cette région pour assurer la renaissance donc, de cette région et cette ville. Plus qu'une simple rétrospective, le documentaire est un cri de cœur pour la préservation d'une ville chargée d'histoire. Et Sassandra, un futur donc à construire, un futur qui préserve l'histoire. Et nous restons dans le souvenir de nos villes en nous rendant à Divo, la capitale du Lodjibois, qui rend hommage à son premier magistrat en baptisant la salle de mariage de son nom, Félicien Konian Kodjo. Une salle qu'il aura construite et qui a été réhabilitée par l'actuel maire. Félicien Konian Kodjo, on le rappelle, a été le premier maire de Divo sur 2 mandatures de 1981 à 1990. C'est une cérémonie que rapporte Mahama Traoré. Rénové, le bâtiment réservé à la célébration des mariages civils dans la mairie de Divo est désormais rebaptisé salle Félicien Konian Kodjo, du nom du défunt premier maire de la commune de Divo, un hommage qu'a tenu à lui rendre l'actuel premier magistrat du chef-lieu de la région du Lodjibois. Ali Amadou Touré entend ainsi valoriser la mémoire de ces illustres personnalités qui ont contribué à bâtir Divo. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la ville de Divo, vous remarquerez que les noms de ces personnes, Bobi Djepa, Gaussou Diaby,
la famille Penavet, la famille Lou, toutes ces personnes qui ont marqué la ville de Divo sont aujourd'hui dans la mémoire. Présent à cette cérémonie, le président du conseil régional de Lodjibois s'est dit marqué par cette action de son successeur à la tête du conseil municipal de Divo. Félicien Konia Kodjo fut un très grand homme d'État, et surtout pour notre ville, pour la commune de Divo. Alors si on décide de lui rendre hommage, tout à fait incessante, je suis obligé d'être là pour venir participer à cet hommage qui lui est rendu. Cette cérémonie a été l'occasion pour Ali Touré de dresser le bilan de la première année de son mandat, citant comme réalisation la création d'une brigade de salubrité, la rénovation des locaux de la mairie, la construction d'édifices scolaires et sanitaires. Voilà un hommage à la mémoire de feu Félicien Konia-Kodjo qui s'écrit sur ces nombreuses actions de développement réalisées dans la commune de Divo et qui ont fait la notoriété de cette ville, une ville célèbre autrefois sur son plan socio-culturel avec le célèbre groupe Woya. Nous poursuivons avec la culture. Les artistes ivoiriens poursuivent donc la promotion de la culture ivoirienne à la Biennale de Dakar, un élément que rapportent Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. La Biennale de Dakar est un événement qui met en lumière l'art contemporain en Afrique. L'édition 2024 enregistrera la participation de la Côte d'Ivoire à travers l'association Afrique Art Up. Les artistes ivoiriens exposeront leurs œuvres autour du thème « Connexion culturelle ». L'occasion est donnée de présenter la richesse et la diversité ivoirienne. L'objectif, en tout cas pour ce curateur-là, c'est de placer les Ivoiriens artistes au top niveau. Il est important pour nous aussi de pouvoir mettre tous ces talents-là en lumière. Parce que l'art peut être un levier super important pour pouvoir vraiment booster la richesse de l'Afrique au niveau international. La Biennale de Dakar se tiendra du 7 novembre au 9 décembre 2024 autour du thème central The Week. Un autre événement culturel, la 8e édition du Festival international féminin des arts. Il a refermé ses portes. Le point de Constant Kokora et Khalil Diomandé. Célébrer les talents et créateurs féminins afin de contribuer à enrichir le patrimoine culturel mondial, c'est tout l'enjeu de la 8e édition du Festifé, le Festival international féminin des arts. Venues des 4 coins du monde, ces femmes expriment leurs talents au théâtre, danse, musique, conte et slam. Et ce soir, je suis vraiment honorée pour avoir obtenu un prix au Festifé. Cela contribue à l'avancement du théâtre. Au fil des années, le Festifé est devenu une véritable plateforme d'expression pour les talents émergents et confirmés, mais aussi un lieu d'échange d'idées et de renforcement des valeurs de solidarité et de diversité. J'ai décidé de faire venir les femmes au théâtre. Donc il fallait créer un espace où les femmes peuvent s'exprimer et venir. Les perspectives, mais que ce Festifé grandisse encore plus longtemps. Autre temps fort de cette 8e édition du Festifé, la remise de trophées aux compagnies artistiques pour leur contribution au rayonnement de ce festival, initié depuis 1999. Présent avec l'opération de révision de la liste électorale dans la région de Guémont, le ministre Seredo mobilise les responsables de sa base autour donc de cette grande opération. Christ-Ephraim Diomandé nous en dit plus. Les cadres, élus et responsables du RHDP de la région du Guémont ont répondu à l'appel de leur coordonnateur principal, le ministre Seredo Célestin. Un seul mot à l'ordre du jour, envahir toutes les localités du Guémont pour mobiliser les militants. Nous sommes dans une période qui prépare les élections, celle présidentielle, bien entendu. Mais avant de parler élections, il faut nettoyer et étoffer les listes. Il faut donc faire enrôler nos votants. L'appel que nous lançons aux populations. Un citoyen digne de cette appellation se doit de participer à tout type d'élection. À travers cet acte civique, il participe au développement de son département, de sa commune, de sa région et partant de son pays. J'appelle donc tous ceux qui n'ont pas pu, depuis plus d'une décennie, avoir des documents requis pour participer au vote, de se faire enrôler. Message bien perçu
pour les responsables qui ont décidé de se mettre en rang de bataille pour mobiliser les militants et les exhorter à se faire enrôler. Le travail que nous devons faire est énorme. Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Nous sommes avec les autres partis politiques. Nous allons pour racler la population, pour prendre les militants à notre cause. Et je suis sûr, avec mes collègues, nous allons faire un bon score. On va prendre dans le camp adverse pour les mettre chez nous. L'opération de l'enrôlement prendra fin le 10 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Une opération de la révision de la liste électorale qui engage toute la société ivoirienne. L'opération s'achève le 10 novembre, donc il ne reste plus assez de temps aux populations pour s'inscrire sur la liste électorale. Nous partons dans la région du Hambol où la coordination générale du RHDP, conduite par le ministre Khalil Konaté, échange avec les chefs traditionnels et responsables locaux du RHDP pour mobiliser les populations autour de cette opération. Djeneba Ouattara et Soro Corona. La coordination régionale du Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix du Hambol veut donner un coup d'accélérateur au processus de la révision de la liste électorale dans la région. Pour y parvenir, les membres de la dite coordination sont en tournée dans la région du Hambol. Une délégation conduite par le coordinateur régional associé Khalil Konaté a sillonné respectivement les 3 départements du Hambol, à savoir Dabakala, Katioula et Niakara. Dans ces localités, le coordinateur régional explique aux chefs traditionnels, aux présidents des jeunes et des femmes, aux militants et sympathisants du RHDP, l'importance de l'opération de la révision de la liste électorale, surtout l'enrôlement des nouveaux majeurs. Chefs, jeunes, femmes, vous devez nous aider à préparer la révision de la liste électorale. Nous avons besoin de vous pour faire en sorte que les populations en général aient leur papier. Le coordinateur régional associé du RHDP invite les populations à s'approprier cette opération. Dans la région du Hambol, 30 nouveaux bureaux de vote seront créés par la commission électorale indépendante, notamment 4 à Dabakala, 10 à Katioula et 16 à Niakara, en vue de rapprocher les lieux de vote des électeurs. Plusieurs requérants sont attendus sur la liste, dont 40 000 primo-votants, selon la coordination régionale RHDP. À présent, à suivre les pèlerins ivoiriens en Turquie sur le parcours des 7 églises de l'Apocalypse, le dernier livre de la Sainte Bible. Nos envoyés spéciaux nous rapportent donc ce périple, Léon Brou et Djamasso. Gorem, région turque de Cappadoce, ce décor pittoresque à la loupe des pèlerins ivoiriens mobilisés par la Direction générale des cultes. Bienvenue au monastère troglodyte, une mosaïque de résidence pour moines et d'églises creusée dans les roches volcaniques sous l'impulsion des 3 pères cappadociens. Le monastère troglodyte de Gorem, c'est plus de 60 églises sur le millier de la Cappadoce au IVe siècle, mais à ce jour, aucune fonctionnelle. En 1923, lorsque la République turque a été fondée, il y a eu échange de population entre la Grèce et la Turquie. Donc les chrétiens qui étaient là sont partis en Grèce et les musulmans qui étaient en Grèce sont venus ici. Pour autant, Gorem, la manifestation de l'Évangile. Quand Christ va venir, est-ce qu'il va trouver encore des gens? C'est la question que nous tous nous devons nous poser. À tous les chrétiens, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, nous devons persévérer. C'est le lieu vraiment pour nous de remercier tout le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État, tous ceux qui ont rendu possible cette mission. Autre localité, Nefsir, à la découverte de la ville souterraine. 30 de ce genre dans la Cappadoce, creusée avant Jésus-Christ et agrandie à la période chrétienne. C'est le refuge des chrétiens face aux persécutions et autres tribulations. Ils ont donné de leur vie pour préserver ce feu-là. Et ils nous ont passé ce feu. Et c'est à nous de pouvoir prendre soin de ce feu-là. L'Église a vécu avec des difficultés, mais Dieu étant Dieu, a toujours voulu que le christianisme prospère. Monastère troglodyte, ville souterraine, des preuves encore vivantes de l'évangile et de persévérance dans la foi, source d'inspiration pour 49 fidèles évangéliques, protestants et méthodistes, reconnaissant à l'État, bailleur du pèlerinage chrétien Tabernacle 2024.
Nous passons à l'actualité internationale qui est dominée ce mardi par l'élection américaine. Les Américains se rendent aux urnes donc ce 5 novembre pour désigner le prochain locataire de la Maison-Blanche. 240 millions d'électeurs ont la tâche de définir qui de Kamala Harris et Donald Trump remportera donc cette élection après des campagnes tendues. C'est une confrontation donc entre Kamala Harris, la vice-présidente sortant représentant le Parti démocrate, et Donald Trump, ancien président et figure emblématique des Républicains. Les premières estimations devraient commencer à tomber dès la fermeture des bureaux de vote sur la côte Est autour de 19h ce mardi, heure locale, soit autour de 2h du matin, temps universel. Un résultat définitif pourrait aussi tomber en toute fin de soirée. On se rappelle qu'en 2020, il aurait fallu attendre 4 jours pour officialiser la victoire de Joe Biden, le président sortant. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran pour un nouveau journal et je vous donne rendez-vous demain 13h sur ce même plateau.